Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Alors, on aura forcément une répercussion partout dans le monde parce que le monde ne fonctionne pas en cloison. Donc, vous voyez bien, l'expert en hydrocarbures a expliqué brillamment le coût du pétrole, donc de l'essence à la pompe, risque d'augmenter. Avec cela, en cascade, ce sera le prix des matières donc, in fine, la cherté de la vie et tout ça. Et conséquence également, on n'en parle pas, mais il y a l'engrais. Cette zone a fourni beaucoup d'engrais pour les pays africains qui sont des pays agricoles, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et les autres pays. Ça peut être un peu compliqué. Il y aura la question du stress hydrique aussi, parce que cette zone n'a pas véritablement de source d'eau pure. C'est la mer qu'on désalinise et qui est utilisée par les populations, qui est utilisée même dans le traitement du pétrole. Parce que dans la production du pétrole, il y a l'usage également de l'eau. Donc, il y a ce problème-là, donc le stress hydrique qui sera important. Et il y aura les populations, le flux des populations qu'il faudra gérer, les déplacements. On ne va pas simplement s'arrêter en Iran, mais toute la zone est bombardée. Le Qatar, le Bahreïn, le conflit s'est étendu. Le sud Liban qui renoue avec la guerre parce qu'on veut déplacer, on veut anéantir le Hezbollah. Il y a le Hamas qui va reprendre certainement et qui a commencé également. Déjà, il y a les proxys comme les Houthis qui vont également rentrer dans la danse. Mais en cascade, c'est toutes les relations avec les autres pays qui seront forcément impactés. À un moment donné, les pays africains ou certains pays africains, dans le cadre d'une alliance peut-être avec les BRICS, vont peut-être réagir. Je pense que ça commence déjà avec l'Afrique du Sud qui a annoncé clairement son soutien à l'Iran. Mais en même temps aussi, il faut regarder, il y a de bonnes perspectives. Hein, parce que... quand vous dites bonnes, c'est en termes de paix ou... Il y a de bonnes perspectives parce que le malheur des uns va faire certainement le bonheur des autres. En termes il y a de des pays pétroliers africains qui peuvent profiter de cette situation, comme le Nigeria, l'Algérie, pour écouler leur stock. Voilà, pour écouler leur stock. Donc c'est cette situation un peu difficile. Et puis moi, je voudrais souligner aussi la situation de l'ONU. Aujourd'hui, dans cette situation, l'ONU est un peu désarmée. Est-ce que c'est la fin de l'ONU? Est-ce que cette opportunité, cette occasion-là qui va permettre à cette organisation de se renouveler face aux défis mondiaux qui se présentent, face à la pression des États-Unis, face à d'autres sources de tension qu'on voit à travers le monde, les questions se posent. Mais on doit le dire, il faut le dire, la crise actuelle est une crise majeure et le monde ne sortira pas de cette crise indemne. C'est clair. Alors, la crise est une crise majeure, comme disait M. Azuma. Regardons la position de l'ONU et puis celle de l'Afrique du Sud, qui dit de façon bold, de façon courageuse, nous soutenons donc l'Iran, évidemment, avec la présence des BRICS et tout, on comprend la proximité. Est-ce que les autres pays africains ou les organisations africaines, et m'appuyant sur l'Afrique, devraient elles aussi dire de façon courageuse, nous soutenons X ou X parti
au lieu de jouer la carte de la parité? Docteur Barry? Christelle, je pense que l'alignement diplomatique dépend des intérêts de tout un chacun. Il y a des pays africains qui ont de très bonnes relations avec Israël. Ne vous attendez pas à ce que cela soutienne l'Iran. Il y a d'autres pays africains qui ont de très bons rapports avec la Russie, la Chine, l'Iran, qui vont s'aligner sur ça. Mais revenant à l'Afrique du Sud, c'est une réalité historique parce que au temps de l'apartheid, que ce soit l'Ayatollah Khomeini, que ce soit l'Ayatollah Ali Khamenei qui a été tué, ils ont soutenu l'ANC. Donc c'est une forme de redevabilité. Donc l'Afrique du Sud ne peut pas se positionner autrement, surtout que c'est l'ANC qui est au pouvoir. Mais aussi, on sait bien qu'il y a eu des tensions entre les présidents Trump et les présidents sud-africains. Récemment, le nouvel ambassadeur américain s'est permis de donner des leçons aux Sud-Africains. Je pense que le gouvernement sud-africain l'a interpellé. Donc il y a des tensions depuis l'arrivée du président Trump. Mais surtout l'éclosion d'Elon Musk et de certains Américains d'origine sud-africaine. On ne va pas revenir sur l'histoire de l'apartheid. Maintenant, revenant à l'ONU, moi je pense que l'ONU, dans sa forme actuelle, elle est morte de sa belle mort. Je dis pourquoi. Depuis longtemps, juste depuis 2003, pour moi, l'ONU, dans sa forme actuelle, elle est morte. Elle essaie de survivre, mais elle ne peut pas. Pourquoi? À partir du moment où des puissances nucléaires, la Russie, attaquent l'Ukraine pour des raisons que les Russes ont évoquées, il y a toujours un narratif, guerre préventive, ceci, cela. Le droit international, c'est selon le positionnement. J'ai envie de dire que c'est pour les pays en griffe faible. Ceux qui sont forts, ils décident de leur droit international. Les États-Unis ont attaqué l'Irak. On a tous vu Colin Powell à l'Assemblée générale de l'ONU. Les États-Unis n'ont pas eu besoin de recourir au Conseil de sécurité. Ils ont agi, ils ont fait ce qu'ils voulaient. La Russie fait de même. La France, en Libye, a outrepassé avec la Grande-Bretagne certaines résolutions onusiennes. Donc les grandes puissances dotées d'armes nucléaires font ce qu'ils veulent. Moi, mon inquiétude, c'est surtout la prolifération nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Iran, l'Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire. Israël n'a pas signé. Israël a l'arme nucléaire. Les États-Unis ont l'arme nucléaire. Deux pays nucléaires attaquent un pays qui a signé, qui a ratifié. Donc aujourd'hui, est-ce qu'un pays comme la Turquie... Ils estiment justement qu'ils étaient en train d'enrichir l'uranium pour arriver à cela. Mais de quel droit? À partir du moment où il y a l'AIEA, qui est l'organisation internationale censée régulariser, l'AIEA a dit clairement à travers Raphaël Grossi qu'il n'y a aucune preuve que l'Iran fabrique une bombe nucléaire. Tulsi Gabbard, qui est la directrice nationale du renseignement aux États-Unis, en avril 2025, a dit devant le Congrès qu'il n'y a pas de preuves. Donc aujourd'hui, un pays comme la Turquie, aujourd'hui, l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a dit que le prochain Iran, c'est la Turquie. Vous pensez que les Turcs vont croiser leurs bras en attendant que ce soit leur tour? Donc il y a un risque que la Turquie veuille se doter de l'arme nucléaire pour se défendre, parce que la Corée du Nord a sanctuarisé son territoire. Vous ne pouvez pas les attaquer. Donc aujourd'hui, il y a cette inquiétude-là. Et nous, en Afrique, par exemple, on n'a pas ces moyens militaires-là. On a des États, je veux dire, en construction. La Turquie a émis le besoin de rejoindre l'Union européenne. Est-ce que c'est un point qui pourrait faire changer la donne, justement, dans sa volonté de se défendre? Est-ce que les pays de l'Union européenne ne pourraient pas dire on essaiera de la protéger, bien qu'il ait essayé après coup pour l'Ukraine? Christelle, la Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Ça en dit long, en termes d'effectifs, en termes d'un certain nombre de moyens militaires. C'est la deuxième armée de l'OTAN derrière les États-Unis. La Turquie, excusez-moi, l'Union européenne même se cherche en griffe.
les pays de l'Union européenne n'ont pas les mêmes positions. Donc on n'a même pas de sur le conflit stabilité, en ukrainien. fait. Ouais. La Hongrie et la Slovaquie vous disent qu'ils ne veulent plus payer pour l'Ukraine. On a l'Espagne qui a dit clairement, à travers Pedro Sanchez, qu'ils ne sont pas... Ils condamnent l'action des États-Unis. L'Espagne est membre de l'Union européenne. L'Italie jouait... L'Italie elle a été interpellée, je pense, Mélanie à l'Assemblée, oui, bien sûr. Donc il y a cette réalité. Très bien. Et surtout, il y a la réalité eschatologique et messianiste. Oui. Que ce soit en Iran, les Iraniens vous parlent de la venue du Mahdi, qui est un imam référent de l'islam chiite qui devait venir. Et le Premier ministre Netanyahou dit qu'il y a l'avènement du Messie. Donc là, on va vers une guerre eschatologique qui risque de portionner toute la sous-région. Très bien. Alors, quand je regarde l'expert en hydrocarbures, devant ce mélange, voilà, chacun vient avec ses intérêts. On est en stratégie politique, hein, chacun vient avec ses intérêts et se bat et estime se défendre en fonction de ce qu'il veut faire ou ce qu'il veut être. Comment est-ce que les populations, parce qu'in fine, c'est elles qui payent le coût. Lorsque vous regardez un peu les prix qui sont en train de... Enfin, la situation de l'hydrocarbure, est-ce qu'on aura une, je ne dirais pas une montée, mais une flambée de prix dans certains pays qui pourront encore mettre l'huile sur le feu au niveau de la crise? J'aimerais d'abord signaler quelque chose. Oui. Ce conflit crée par exemple une obstruction d'entrée et de sortie du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz étant quasiment fermé, c'est 3200 navires ou ouvrages pétroliers. Regardez bien l'image qui passe à la télé. Cette torche-là, vous l'avez su, 3200 navires dans un espace qui s'appelle le Golfe Persique. Donc c'est autant d'émanations de rejets de gaz à effet de serre, de gaz, de particules fines. Quand vous avez parlé de population, on n'arrive même pas encore au prix des hydrocarbures. Wow. Mais c'est une pollution déjà atmosphérique de tout ce rejet. Ça va où? Ça se passe dans le Golfe Persique. Et ce n'est pas terminé. Dans le Golfe Persique, une fois que ça va monter, forcément ça descend. Quand ça descend, ça acidifie l'eau de mer. Quand ça acidifie l'eau de mer, c'est pour tuer tout ce qu'il y a comme poisson à l'intérieur. Donc on n'est même pas encore vers les hydrocarbures. Déjà, on s'est détruit de façon sanitaire, de façon clinique. Maintenant, mes pauvres collègues hommes de mer qui sont là-bas, puisque c'est l'air atmosphérique qu'on utilise pour avoir la climatisation, qu'on appelle dans notre domaine le HVAC à l'intérieur. Donc l'impact direct... D'abord, ça va boucher tous les filtres que nous avons dans ces navires. Donc tôt ou tard, ces personnes n'auront plus de l'air potable. Donc c'est en griffe ces situations que j'ai. Donc tôt ou tard, il faudrait évacuer. C'est ce que je suis en train de dire, parce que ces navires ne peuvent pas rester comme ça sans émettre de la flamme, parce qu'il faut que ça tourne. Et pendant que ça tourne, je dis bien, c'est 3200 navires et installations pétrolières. Chaque installation avec sa torche. Et la flamme que vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Je suis en contact avec les collègues, les gens suffoquent. Ils suffoquent en mer. Il suffoque. C'est une tragédie, en fait. C'est une grosse tragédie, en fait. Et ça, on n'en parle pas. C'est ce que je dis. Parce que nous sommes les hommes de mer, on est en contact avec nos collègues et on sait ce qui est en train de se passer. On n'en parle pas. On parle des prix du carburant, Voici ce qui est en train de se passer dans cette zone. Donc, quand on demande de lever le verrou du détroit d'Ormuz, c'est pas
que forcément d'autres considérations, mais il y a un drame humain qui va se faire. Et si on le lève, justement, les navires pourront sortir. D'abord, les navires ont envie d'évacuer. Imaginez un homme de mer qui a passé 4 mois, comme nous, vous faites 4 mois en mer, vous rentrez dans le Golfe, peut-être aller livrer votre dernière cargaison, c'est pour aller voir vos familles. C'est pas pour rester encore bloqué. Bloqué en mer. Et là, le problème qui se passe, le dessalement dont on parle, dessalement d'eau de mer, ça peut se faire par la technique de l'osmose inverse ou par vaporisation. Mais l'osmose inverse ou la vaporisation n'enlève pas la salinité, l'acidité. Ça enlève que la salinité, c'est-à-dire que le sel, on dit dessalement. Mais le côté acide va rester. Donc, c'est-à-dire que c'est encore de l'eau qui sera contaminée. C'est tout ce drame qui est autour de ce système. Maintenant, pour revenir au prix des hydrocarbures dans cette zone, il faut comprendre que les prix des hydrocarbures, il y a une grande part qui dépend de la spéculation. Ce n'est pas forcément parce qu'il manque 10 millions ou 20 millions de barils quelque part que les prix vont flamber. Mais il y a les spéculateurs, les traders. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sentent que le pétrole peut-être va manquer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se couvrent tout de suite, ils mettent $30 de plus sur le prix. Donc, tout de suite, même si on injecte du pétrole brut à flot, que les États-Unis injectent, que l'OPEP injecte et tout le monde injecte, les spéculateurs, tant qu'ils ne sont pas confiants que la situation est stabilisée, ils vont toujours maintenir leur marge. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, la prime de risque. En plus les assureurs également. Les assureurs qui assurent tous ces navires qui sont là, ils vont aussi appliquer leur surcoût. Et tout ça, ça crée une flambée. Mais en bout de chaîne, nous avons 3 pays leaders qui vont inquiéter le monde. C'est l'Inde, c'est la Chine et c'est le Japon qui sont essentiellement alimentés et qui dépendent du gaz venant du Qatar. Bien sûr. Le Qatar est dans ce golfe Persique aussi. Le Qatar subit aussi évidemment les pressions de ce qui se passe. Cette pression et ne peut pas vendre aujourd'hui son gaz à ces 3 pays. Or, tout le monde entier aujourd'hui achète chinois, achète indien, achète japonais. Donc, l'Afrique qui se trouve à l'arrière et qui est, on veut dire, en construction en termes d'industrialisation et qui importe beaucoup de ces pays, va subir la flambée d'abord. Parce qu'eux, ils vont acheter du gaz de plus en plus cher. Donc les usines seront facturées de plus en plus cher du point de vue électrique. Ces usines vont répercuter le prix de l'électricité sur le prix des biens et services. Donc on va importer des biens qui sont déjà chers, qui sont transportés chers, qui sont couverts par des assurances chères. Et quand il va avoir une surenchère dans un pays donné, on va peut-être accuser le gouvernement local, alors que la cause, c'est une cause qui est exogène. Donc il faut que les populations comprennent. Ensuite, ce n'est pas systématique que le prix des carburants puisse monter parce que c'est 2 marchés différents. Très bien. Vous avez le marché des produits bruts. C'est par exemple ce marché qu'on a du Brent, le marché du WTI au niveau des États-Unis, mais vous avez aussi le marché des produits finis. C'est-à-dire que mais la population a l'impression que c'est le pétrole brut que, je ne veux pas aller jusqu'à dire ça, mais qu'on met dans les voitures. Non. Quand on sort, on a fini le marché. Très bien. Pour bien caricaturer. Et pour terminer? Bien caricaturer, une fois que vous sortez de là, si les prix du brut montent, systématiquement les prix des produits
finis, comme Dérivé. l'essence, les gasoils, tout ça, ça va monter, hein, ça va monter, mais ça va prendre le temps de monter, mais ça va monter. Très bien. Mais une fois que c'est monté et que demain, le prix du brut descend. C'est pas systématique que eux, les prix vont répercuter. Vont répercuter à la baisse. Très bien. Mais ça, c'est à la, comment on dit, c'est laissé au management pétrolier de chaque pays à travers sa direction générale des hydrocarbures de voir comment trouver la bonne formule. Donc, ceci dit que c'est pas systématique que les carburants